Bonsoir à tous. Bonsoir. Nous avons le sourire Bonsoir. parce que nous nous rendons compte que ça fait 10 ans, donc 20e webconférence avec Denis et Patrick. Merci d'être présents, fidèles. Jeune webconf, 10 ans. Une webconf régulière, EASL, ASLD. Donc vous avez tous, merci de vous être connectés, vous avez tous, pour certains en tout cas, vécu les minutes que la commission hépato du CREG vous a fait parvenir en direct de l'ASLD de San Francisco. L'idée de ce soir, c'est de développer ça un peu plus en détail, avec des choses un peu plus fouillées, sur un parcours et un déroulé qu'on va vous expliquer tout de suite. Je me permets de vous rappeler que vous êtes tous conviés à venir associer au forum du CREG, dont celui d'hépatologie aura lieu le vendredi 7 décembre, c'est-à-dire vendredi de la semaine prochaine, à Paris, comme chaque année, depuis bien longtemps aussi. Ce forum d'hépato, le programme est en ligne sur Internet et vous pouvez encore vous inscrire pour ceux qui ne le sont pas. J'en profite également pour vous rappeler la date des prochains webstaff. RCP hépatite C, car la RCP hépatite C existe encore, on en parlera tout à l'heure. Prochain le 19 décembre, le suivant le 23 janvier, car les webstaff vont continuer sur l'année 2019. Dernière chose, je vous rappelle que le webstaff, à la demande de plusieurs d'entre vous, est également devenu un staff convivial et confraternel, collégial des pathologies générales. Donc vous pouvez aussi bien cliquer sur une fiche pour avoir un traitement anti-hépatite C validé ou conseillé, ou poser une question sur un dossier des pathologies générales qui vous pose problème. N'hésitez pas. Je vous rappelle enfin, avant de commencer, que vous pouvez, et on vous incite à ne pas hésiter à poser vos questions par chat sur la partie droite de votre écran. Vous tapez la question et on essaie d'y répondre en direct et quasiment en temps réel si c'est possible. Le déroulé de ce soir, le sommaire, dans l'ordre du virus C, car il y a encore du travail à faire, du dépistage notamment, le stéatose, NASH et alcool, le carcinome hépatocellulaire et un mot des autres hépatopathies avec principalement CBP, les états cirrhotiques et l'hépatite B-delta. Donc je passe à la fois la parole et les manettes à Denis. Merci. Tout d'abord, merci à tous ceux qui nous ont rejoints et j'espère certains francophones invités, les Belges et les Canadiens, sachant qu'au Canada, il est 15h. Je voulais aussi remercier tous les rapporteurs dans lesquels on s'est inspiré, puisqu'ils étaient nombreux et notre travail s'est inspiré de leur travail. Je vais commencer tout de suite avec l'hépatite C, avec cette première diapositive qui résume, dont la seule certitude est le nombre de malades traités depuis janvier 2014. Comme vous pouvez le voir, ce nombre a été calculé dans ce baromètre mis en place par l'association SOS Hépatite à 62 000 patients traités depuis janvier 2014. C'est vrai qu'il y a une frénésie de traitement en France, 15 000 patients an. Et ça, c'est le chiffre vrai. Quant à l'autre chiffre qui est celui des 100 000 malades à traiter, il reste basé sur des incertitudes, mais ça reste quand même un chiffre important. Et dans ce travail, il a été pensé que 75 000 sujets ignoraient leur statut sérologique. Ce travail avait pour conclusion un dépistage universel, des campagnes d'information, le traitement de tous. Et c'est ce qui, dans notre région, est en cours depuis maintenant plus de 4 ans. Et le mois de novembre est pour nous l'objet de la campagne de dépistage que vous voyez ici sur des bus qui circulent à Nice actuellement. Et je voulais remercier aussi Léa et Sylvia qui ont travaillé sur cette campagne. On avait l'année dernière la ligne 1 du tramway. On a gagné la ligne 1 et la ligne 2 du tramway de Nice. Et c'est actuel chez nous. Et on avait montré en 2017, on attend avec impatience les chiffres de 2017. On a une évaluation permanente de ce travail, de 2018, pardon, avec l'année référence 2015, de montrer qu'en 2016, on augmente de 70%, on a augmenté de 70% dans les Alpes-Maritimes et les ALD par rapport à 14% dans les Bouches-du-Rhône. Et en 2017, 60% dans notre département de plus d'ALD contre 2% dans le département des Bouches-du-Rhône. Donc notre travail semble donner des résultats et on le continue maintenant depuis 2015, donc 4e année. 2 campagnes par an. 2 campagnes par an, tous les ans, toujours en novembre et en mai. Et je passe la parole à Patrick sur les situations à risque.
Alors, vous savez que le mode de contamination principal à l'heure actuelle, c'est les usagers de drogue. Et on a sur cette diapositive la cascade entre les diagnostics et les traitements. Vous voyez donc sur la partie droite de la diapo une différence très significative entre les traitements qui sont déjà bas pour les patients de plus de 35 ans et catastrophiquement bas pour les jeunes de moins de 35 ans qui sont à 8%. J'en profite pour faire une petite présentation sur le problème de la toxicomanie aux États-Unis. C'est un problème majeur parce que suite à l'utilisation d'oxycodone en quantité importante, on a eu l'explosion de l'utilisation de la toxicomanie avec les morphiniques, en particulier des morphiniques qui avaient été développés pour des animaux, le carfentanil, avec à peu près 180 décès par overdose par jour, près de 70 000 décès par an, c'est assez catastrophique. Et il y a eu des limitations dans les prescriptions d'oxycodone au niveau des médecins, et il y a plus de morts par overdose que par arme à feu, ce qui est assez catastrophique, avec une baisse de l'espérance de vie suite à cette toxicomanie. Donc attention. Alors, même si dans cette dia qui était aux États-Unis, il y avait peu de patients qui étaient traités, c'est un tort parce qu'en fait, les patients qui sont usagers de drogue, et vous pouvez le voir sur la partie gauche et la partie droite, les patients usagers de drogue ou même les patients qui ont une consommation d'alcool de plus de 210 grammes, même quand ils ont une cirrhose, donc l'étude anglaise, c'était 34% de patients qui étaient F4, on a une efficacité remarquable des traitements avec JP, et l'étude écossaise retrouve à peu près les mêmes résultats. L'usage de drogue est parfois situé dans des centres un peu avec un usage un peu complexe, compliqué, des populations qui sont, comme dans cette étude encore de 100 patients en short, des patients sans domicile fixe pour 51% d'entre eux, avec des antécédents d'incarcération, pas de ressources dans 92% des cas, une consommation d'alcool à risque dans 33% des cas, des injections quotidiennes qui restaient quotidiennes de drogue dans 58% des cas, 33% étaient dans un programme d'échange de seringues et 33% étaient cirrhotiques, donc des populations difficiles. Et on peut voir que le traitement dans ces populations reste très efficace en intention traitée, puisqu'on arrive à 78% de guérison, avec pas mal de pertes de vue, de décès par overdose, d'échecs virologiques. Je crois qu'il faut se battre dans ces populations et arriver à pouvoir éradiquer l'infection à VIH qui reste toujours possible chez ces patients. Et dans ce travail, il a été montré que ni les injections quotidiennes, ni l'absence de TSO, ni la précarité, ni l'alcool n'ont joué un rôle dans la RVS. Et ça me paraît extrêmement important. Et je vois un témoignage un peu des addictologues qui ont dit à propos de ce travail, les addictologues ont appris à travailler avec les hépatologues, les hépatologues doivent apprendre à travailler avec les addictologues. On a beaucoup à gagner de notre collaboration commune vis-à-vis de ces populations, dans le traitement de ces populations. Donc je pense que ce message que vous dites, c'est très important. On peut traiter tous les patients, même s'ils sont usagers actifs, qu'ils soient substitués ou pas, avec l'aide des addictologues et des personnels qui s'en occupent. Et on peut dire la même conclusion pour l'usage d'alcool, même excessif d'alcool. Absolument. Il y avait beaucoup d'autres travaux précédents qui avaient montré la même chose. Tout va dans le même sens. Même si, en continuant, il peut y avoir des problèmes, la réinfection... Même si, effectivement, la réinfection, et ça, il faut avoir à l'esprit quand on traite ces populations, qu'il faut non seulement les traiter, mais aussi avoir une politique de réduction de risques associés, bien les informer sur les risques de réinfection. Et on voit dans ce travail qu'on connaissait tous, à 12 semaines, 5 cas de réinfection, et dans les 3 ans, 5 cas supplémentaires, sur 199 patients inclus dans cette étude. Donc la réinfection est une réalité, elle est tout de même rare, et elle mériterait d'être prévenue par une politique de réduction des risques. En pratique, nos patients usagers de drogue, même quand ils sont guéris, tu leur fais un dosage d'ARN du virus tous les combien de temps, Denis ?
Alors, il est vrai que pour les usagers de drogue, j'ai tendance à leur faire une charge virale annuelle, si tant est que j'ai un doute sur la pratique, la continuité d'un risque. J'ai tendance à bien les informer sur le risque de réinfection et l'impérative nécessité d'une politique de réduction de risque. Et je crois aussi que les gens des XAPA Carut qui s'en occupent insistent beaucoup sur ces points. Et je crois que quand on prend en charge un malade usager de drogue, il faut en même temps penser le traitement et la prévention à la suite du traitement. Ici, c'est un travail que j'avais essayé de mettre en place dans nos départements avec beaucoup de difficultés. Dans nos départements, on a des foyers de jeunes migrants. Il y a 12 foyers de jeunes migrants qui correspondent vraiment à 300 jeunes migrants. Et j'avais proposé, mais sans y parvenir, de pouvoir faire le même travail chez ces migrants, à savoir en un jour un test dans les foyers par buvard des 3 virus, VHB, VHC et VIH. Et au passage, j'insiste sur cette dia, c'est que vraiment quand on travaille en dépistage du VHC, c'est pas uniquement le VHC qu'il faut dépister, mais les 3 virus, VHB, VIH. Dans cette population de migrants, sur près de 3000 migrants dans 7 centres d'accueil en Italie, dont vous voyez l'origine plus bas, la prévalence de l'antigène HBS était de près de 10%, la prévalence de l'anti-VHC de 3-4% et celle du VIH de 2%. C'est les chiffres attendus avec dans ces populations de migrants, surtout une infection à VHB, mais une infection à VHC beaucoup plus importante que dans la population générale. Il a été montré aussi dans ce travail que pour le VHC, le risque était surtout de l'injection de drogue par rapport à l'origine géographique qui jouait moins que, en termes de pendant antiviral que l'usage de drogue. Et pour terminer, pour le risque, ce qui est important pour moi en termes d'hépatite aiguë, c'est les hépatites aiguës qui sont mises en évidence chez les sujets et des relations homme-sexe avec homme, HSH. Et vous pouvez voir là sur cette diapositive, c'est à Lyon, dans cette bonne ville des pathologies où j'ai grandi, que de janvier 2014 à décembre 2017, il y a eu près de 108 cas d'hépatite aiguë. 72 chez les patients VIH+, 24 chez les patients VIH-. Dans notre région, on a aussi décrit des cas d'hépatite aiguë dans cette population et surtout depuis l'essor de la PrEP. Parce que je vous rappelle que la PrEP, c'est ce traitement préventif de l'infection qui fait que les malades reçoivent la PrEP, mais doivent avoir les tests tous les 3 mois. Donc, tests hépatite B, hépatite C, VIH. Et donc, de ce fait, dans cette population des PrEPeurs, VIH-, est mis en évidence des hépatites aiguës C, qui convient de traiter parce que c'est un foyer d'hépatite aiguë C en France, tout comme le traitement de tous les malades co-infectés qui doit permettre de réduire l'incidence dans cette population. D'ailleurs, ça tourne beaucoup. Ils ont fait des clusters dans cette étude et ça va de 2 à 27 personnes qui ont exactement le même virus. En fonction de ces pratiques à risque qu'ils avaient aussi rapportées dans ce travail. Et pour terminer, dans notre région, c'est vrai que, un peu comme partout en France et dans les villes de France, on commence à voir naître des villes sans hépatite C. Notre travail, c'est Nice et les Alpes-Maritimes, 0 hépatite C. Quand je dis notre travail, c'est le travail du RECA. Et le travail du réseau Ville-Hôpital Hépatite C Côte d'Azur s'est attaché à 3 choses. Une sensibilisation au dépistage universel en population générale. Quand je dis les 3 choses, il faut faire les 3 pour arriver à l'éradication. Premièrement, ça. Deuxièmement, l'intensification du dépistage du traitement des publics exposés. Il y a eu un travail aussi dans le Carut qui s'appelle ça, les prisons, les foyers de migrants qu'on souhaite mettre en place, comme dans cette étude, et aussi le dépistage hors les murs qui est bien fait par les associations de type aide et autres qui permettent donc des trodes combinés VIH-VHC hors les murs, et surtout le traitement anti-VHC et anti-VIH de tous. Et avec ces 3 facteurs, on peut imaginer, on peut penser qu'on pourrait arriver dans les 5 ans à éliminer, si ce n'est éradiquer l'hépatite C dans nos départements, sachant qu'on rejoint un peu, et malheureusement, notre message vis-à-vis des gens du Corévi de faire Nice hépatite sida 0 n'a pas été entendu. Il y a un travail qui est Nice sida 0, les Alpes-Maritimes s'engagent, donc on adore, mais ce qu'on voudrait, c'est vraiment qu'on ait des synergies ensemble pour pouvoir aboutir à un projet commun qui est basé aussi sur le dépistage des 3 virus. J'y insiste. Donc en matière de traitement, un petit résumé des recos FF pour essayer de clarifier les choses une fois de plus.
Alors, les recours qui sont sortis en mars 2018, il y a 2 parcours, le parcours simplifié et un parcours, on va dire, un petit peu plus classique. L'originalité, effectivement, c'est ce parcours simplifié. On nous a souvent reproché à nous, hépatologues, d'avoir des traitements qui étaient compliqués, complexes. Donc là, c'est simple. Vous avez une sérologie VHC positive, vous faites une charge virale pour être sûr que votre patient est infecté. Il faut savoir si les patients ont des comorbidités, en particulier VHB, VIH, insuffisance rénale, etc., en particulier consommation d'alcool. Si ces patients n'ont jamais été traités contre l'hépatite C, vous évaluez la fibrose donc sur la gauche, soit avec un fibroscan, fibrotest ou fibrodomètre. Et si vous excluez une cirrhose, vous pouvez tout à fait continuer cette prise en charge simplifiée. Et vous pouvez même ne pas faire de génotype et faire un traitement pangénotypique, soit Epclusa ou Mavirette. Voilà le type de traitement que vous pouvez faire. Donc chez les patients non cirrhotiques naïfs d'antiviraux directs, donc Mavirette 8 semaines, Epclusa 12 semaines, et vous allez regarder un petit peu les traitements associés qui peuvent être associés sur Epdrug. Donc là, vous avez un parcours tout à fait simple. Ça représente quand même la majorité de nos patients actuellement, donc ce parcours simplifié. Des nouveautés présentées à la SLD concernant les jeunes? Alors, l'AMM, en particulier du JP, commence à 18 ans. Et là, on a une étude qui a été présentée sur 47 adolescents de 12 à 17 ans. Et vous voyez les résultats qui parlent d'eux-mêmes. Vous avez les résultats qui sont tout à fait équivalents. Donc, on attend une AMM pour les adolescents. Alors, un travail qui est aussi intéressant, en fait... notre ami Kakoub a en fait regardé l'ensemble des études de phase 3 qui avaient été effectuées avec JP et comparé en bleu foncé les patients qui avaient des désordres psychiatriques et en plus clair les patients qui n'avaient pas de problème psychiatrique et sur différentes entités physiques, rôle physique, les douleurs, la vitalité, le social, etc. Et on voit de manière très claire improvement pour les non-anglophiles, c'est l'amélioration. On voit que l'amélioration est importante, en particulier c'est les patients qui ont un problème psychiatrique et on peut penser que les traitements d'éradication du virus C ont une activité au niveau du psychisme et surtout ne sont absolument pas contre-indiqués chez les patients qui ont un problème psychiatrique, bien au contraire. Alors, une question qui nous parvient déjà, pratique, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure de la campagne dans les Alpes-Maritimes et des traitements simples qui visent à être prescrits par le maximum de personnes impliquées. Est-ce qu'il est nécessaire d'être en ALD pour faire... Alors, c'est pas nécessaire d'être en ALD puisque patient. c'est pris à 100% sans être en ALD. On est d'accord. Hein. Moi, j'avoue que même si c'est pas nécessaire jusqu'alors, j'ai toujours mis mes patients en ALD pour finalement une meilleure couverture. Par exemple, certains F3, F4 qui vont avoir besoin d'échographie pendant longtemps, des cirrhoses. Mais juste y compris tous les malades traités aujourd'hui par antiviraux action directe peuvent être traités en dehors d'une ALD, juste sur le corps 100%. Mais je pense que c'est plus protecteur pour le malade. En plus, c'est fait par le médecin correspondant qui a aussi une action dans la prise en charge. Donc moi, j'ai tendance à continuer sur la voie que j'avais commencé au début, en l'occurrence, à conseiller aux patients d'avoir une ALD via leur médecin traitant qui est toujours accepté et qui leur fournit une meilleure couverture. Oui, à titre personnel, je fais pareil. Je demande si le médecin traitant les met à 100% systématiquement. Sur le plan réglementaire, on est d'accord, c'est tout pas à fait obligatoire. Mais bien évidemment, ça ne doit pas retarder le traitement, puisque maintenant, on est bien d'accord que le traitement on ne doit pas retarder des traitements pour des raisons administratives, sociales ou autres. Deuxième question, parce qu'il n'y a pas tellement eu de travail là-dessus, on me pose une question. Que pensez-vous de l'hépatite C occulte? Alors l'hépatite C occulte, je ne sais pas si le confrère s'est confondu avec le B ou... Non, personnellement, moi je pense que ça n'existe pas. Oui. En termes de l'ARN, une hépatite C... Alors on avait des sérologies qui étaient peu précises il y a nombreuses années, oui, il y a très nombreuses années, mais maintenant je n'ai pas en tête de cas. Voilà. Moi, soit l'ARN est présent, soit il n'est pas présent, et il n'y a pas d'infection virale. Voilà. On est d'accord aussi, globalement. Denis, c'est à toi, je crois. Alors, on va partir dans le parcours spécialisé pour dire aussi, comme l'a dit Patrick, qu'on est maintenant dans le monde pangénotypique. On n'a plus besoin du génotype. Et ça, c'est important dans la prise en charge d'un malade, de pouvoir finalement se passer de cet examen. C'est vrai que le parcours spécialisé, c'est finalement la fibrose sévère ou la cirrhose, ou l'existence de comorbidité.
Et dans la cirrhose, il y a eu un travail. Alors, je rappelle que le glécaprevir, pimatrelvir chez patients en cirrhose compensée, d'ailleurs, ce produit ne doit pas être utilisé en situation de cirrhose décompensée, mais en situation de cirrhose compensée, avait montré des résultats fabuleux à 12 semaines que vous voyez là, et sa prescription se faisait sur 12 semaines. Maviret, c'était 8 semaines chez le non-cirrhotique, 12 semaines chez les cirrhotiques. Et le travail qu'on a eu ce fameux dimanche de fin de ASLD, je crois que c'était à peu près le dernier jour. Mardi même. Mardi. C'est le mardi breaking de la... Dans la dernière communication, c'était GP pendant 8 semaines chez patients en situation de cirrhose compensée, patients naïfs, je répète, dans les 2 études, c'est patients naïfs. Il y a eu 2 parties dans cette étude, une étude sur 240 malades qui étaient génotype 1, 2, 4, 5, 6, et une autre étude faite essentiellement sur le génotype 3, dont les résultats ne sont pas encore connus. Donc, ce qui a été présenté, c'est les patients de génotype 1, 2, 4, 5, 6. Et dans cette situation, la slide était impressionnante, puisqu'en pair protocole, c'est 100%. En intention traitée, c'est 98%. Et en sachant que les seuls malades qui, dans l'intention de traiter, n'ont pas été considérés sont des gens qui n'avaient pas le suivi S12, mais qui, au dernier point, étaient négatifs pour l'ARN. Alors, comme l'a dit Patrick, GP n'a pas d'AMM dans cette indication, mais clairement maintenant, on évolue vers quelque chose qui est le tout 8 semaines pour Maviret. Ça veut dire que les malades aient ou non une fibrose peu importante ou sévère, tous les malades 8 semaines. Et j'avoue que pour moi, c'est très très confortable le traitement de 8 semaines. C'est plus court, c'est plus rapide. Finalement, comme l'a dit l'association, on peut terminer un travail entre le traitement, le suivi en 6 mois, une forme simple. Et pour le malade, c'est mieux. Et pour ces malades parfois un peu difficiles, c'est plus facile aussi. Donc, c'est un avantage. Il faut attendre le G3 quand même. Il faut attendre le G3, on l'a bien cité. Ouais. Mais le G3 n'est pas le génotype le plus fréquent. Là, on est quand même dans le G1, 2, 4. On est sur une simplification qui pourrait être utile puisqu'on est dans un monde de simplification. Et je crois que c'est important pour le suivi, le futur de l'éradication. Plus c'est simple, plus ça peut être ouvert, plus les traitements pourront être finalement facilement prescrits. Donc tu as parlé de parcours simplifié qui concerne les gens qui n'ont jamais été traités par les molécules actuelles et qui concerne les gens qui n'ont pas de comorbidité. Quand est-ce qu'il faut adresser des malades encore au RCP de façon réglementaire, entre guillemets ? Alors voilà les raisons pour lesquelles on doit demander une RCP. L'échec d'un premier traitement, l'insuffisance rénale, la cirrhose grave décompensée avec un MELD supérieur à 18, les situations de pré- et post-transplantation hépatique, le CHC, la co-infection, VIH ou VHB. Alors moi, une raison qui me paraît très importante, c'est le souhait du praticien. Si un praticien souhaite une RCP, je pense qu'il est licite qu'il puisse la demander, s'entourer de l'avis des collègues, des confrères. C'est ce qu'on voit avec le web staff. Et je crois que c'est complètement justifié de pouvoir demander un avis, même pour un malade non compliqué, simple, avis d'une RCP. On a une spécialité vaste, tout le monde ne fait pas de l'hépatologie de façon quotidienne et on peut valider un traitement en RCP. C'est rassurant. Web staff ou une RCP de proximité, comme vous en avez dans les Alpes-Maritimes. Tout à fait. Et je voulais revenir à l'échec d'un traitement parce que c'est un peu l'information qu'on attendait un peu dans ce congrès. C'est vrai qu'on avait tous un petit pourcentage de malades en échec. J'entends un petit pourcentage, c'est 3% des malades traités, donc ça fait pas beaucoup de patients qui avaient eu une rechute après une association d'antiviroaction directe. On s'est vite arrêté de le retraiter parce qu'on avait parfois des deuxièmes rechutes avec une autre association. Et on attendait, les molécules pangénotypiques sont d'une part ici le Vozievi et puis aussi le Maviret, qu'on va voir, qui a aussi une efficacité dans cette situation. Donc là, c'est peut-être l'étude la plus importante en nombre qui a été présentée. C'est une étude des vétérans et une étude sur 12 semaines de retraitement par la triplette, sofosbuvir, veltapasvir, voxilaprévir. Et on voit que globalement, par un génotype, le pourcentage moyen de réponse est de 95%, sachant qu'il y avait une réponse un peu plus faible chez les malades qui avaient été traités par les sofosbuvir et les dipasvir, qui étaient de l'ordre de 90%. Mais on arrive quand même aujourd'hui à guérir 90% des gens qui sont en situation de rechute et 90% des gens de première intention, ce qui fait qu'il reste très très peu de malades. Et alors pour les malades qui sont aussi en échec de sofosbuvir et anti-NS5K, là c'est ce travail avec Maviret
16 semaines, comparé à 12 semaines chez les patients non cirrhotiques avec ou non ribavirine. Alors je suis très content d'abord de voir que la ribavirine elle apporte rien de plus, mais ça il y a des années que je prescris plus de ribavirine et je suis content de voir enterrer ce produit. Et en fait, GP 16 semaines offre une RVS 12 chez les patients qui ont rechuté, dans ces situations, quand on regarde les races anti-NS5K, 80% ont des mutations de résistance, donc 95% d'échecs. Donc on est dans le monde du tout guéri. Et sur le plan pratique, il faut rechercher ces mutations de résistance ? Sûrement pas depuis le début, parce que c'est clair que quand c'est présent à 80% des cas, on est pratiquement sûr qu'elle est là sans avoir fait le test. Et en plus, là, dans ce travail, montre que même en présence de race, on est efficace. Donc on est efficace finalement, quelle que soit la mutation de résistance. Et on arrive finalement, et moi j'ai mis quand même ces malades en attente depuis 2-3 ans, à guérir les malades qui étaient en attente. Après, bien sûr, les malades qui étaient au début traités par sofosbuvir, ribavirin, interféron, guérir ces malades, tous les malades. Finalement, je crois qu'on est dans le monde aujourd'hui où on peut guérir tous les malades atteints d'hépatite virale C, chronique virale C, virémique. Recommandation française, recommandation européenne, échec des antiviraux actuels. Pour l'instant, vos avis. Tout le reste, il y a des solutions de rechange qui sont des avis d'experts. Et qui ne sont pas en AMM, il faut faire attention toujours sacro-5 AMM. C'est vrai que j'ai traité, guéri de malade par GP qui avait rechuté après Sovel et qui a eu une grosse intolérance à Sovel et je l'ai retraité après avis de RCP et après avoir déclaré en pharmacovigilance. Elle a guéri après GP, mais il faut bien sûr respecter les AMM, les AMM. Question avant de passer à autre chose que du virus, parce que heureusement on sert dans les congrès internationaux maintenant, parce qu'on n'est pas étouffé par le virus C. Question, le génotype 3 est-il toujours difficile à traiter avec ou sans cirrhose par rapport aux autres ? La réponse est un peu oui. Mais de moins en moins. De moins en moins. Moi, je dirais de moins en moins, et puis on fait plus de génotype. Alors, finalement, moi, j'aurais tendance. Au début, j'ai eu du mal à me passer de cet examen que j'avais fait pendant tant d'années. C'est vrai que pour une seule rechute que j'ai eu, on m'a demandé après si c'était une rechute ou une réinfection. Je n'ai pas su répondre parce que je n'avais pas fait de génotype avant. Ouais. Mais néanmoins, j'ai tendance à jouer la carte du pangénotypique. Et là, pour moi, l'efficacité, elle est voisine pour tout. On arrive à des chiffres avec un petit peu moins, mais on arrive à des chiffres de 95% des maths qu'on peut récupérer après. Donc on est. Tu fais plus génotype, Denis ? Je fais moins en moins. Si tu veux, ça ne doit pas être pour moi un retard au traitement. Quand un malade m'amène... moi, je traite et je lui fais pour l'avoir. Un ARN, un fibroscan, un fibrotest, et qu'il a une ALD, qu'il est prêt à être traité, il repart de la consultation de son traitement. Je n'ai plus à perdre du temps en génotypage, d'autant que je suis quand même persuadé maintenant, dans le monde des pangénotypiques, que ça n'a plus aucun impact. Aussi sur le plan à la limite des éventuelles rechutes qu'on peut rattraper. On a du mal à changer nos habitudes. On a du mal. Ouais, je ne pense pas qu'on soit obligé de les changer. Je pense que la solution pangénotypique a été quelque chose qui a été élaboré pour la simplicité et pour simplifier le travail des non-spécialistes. Quand on pose la question, etc., toutes les attitudes sont licites et raisonnées, mais quand on pose la question, souvent entre nous, moi je fais toujours les génotypes encore actuellement. Moi ça m'arrive de traiter, je traite, j'ai pas encore le génotype, mais je l'ai fait. Tout à fait. Pour documenter. Ce que je vois beaucoup maintenant, c'est des malades qui sortent du bois, entre guillemets. Ça veut dire que des malades que j'ai vus il y a 15 ans, 20 ans, qui avaient une hépatite C à lésion légère, que je n'ai pas traité par interféron, soit par une fragilité, soit en raison d'effets secondaires, comme beaucoup, et qui reviennent 15 ans après. Et là, je suis ravi de les revoir pour pouvoir les guérir. Souvent, j'ai eu un génotype il y a 15 ans qui est connu. Mais clairement, maintenant, pour moi, ça ne doit pas être un retard à mettre les malades sous traitement. Tout à fait. Alors, 2 questions. Réponse courte à une question courte. Vous paraît-il raisonnable de traiter une patiente de 89 ans sans cirrhose en bon état général ? Question courte, finalement, c'est qu'est-ce que vous faites, vous ? Clairement, oui. Si elle est en bon état général, si elle a des symptômes liés à l'hépatite C, comme la fatigue et tout, il nous est arrivé d'avoir des améliorations au plan des symptômes. Bien sûr, si elle n'est pas F0, F1, j'aurais peut-être pas tendance à la traiter, mais il faudrait qu'elle ait quand même un peu de fibrose, F2, F3, une F4. Bon, tous les malades cirrhotiques, moi, âgés, je les ai eu traités s'ils étaient en bon état général. Ça, c'est clair. J'ai eu des patients âgés, ils ont tiré un bénéfice personnel très important
avec baisse de la fatigue, beaucoup de choses. Denis, oui. Sauf- Patrick, oui. Oui. Sauf qu'il Moi faut aussi. quand même dire à nos malades de 87 ans qui viennent, qui sont encore un peu fatigués, qu'on ne peut pas les transformer en voiture de course parce que l'hépatite C, ça lève pas tout. Deuxième question, en cas d'échec, un premier anti-AVD, faut-il respecter un délai avant un deuxième traitement? Non. Réponse On est courte. d'accord. Non. Plus. Réponse plus, courte, plus, non. Réponse courte, non. non. C'était pas le cas si avant, On hein. veut, si on veut récupérer un génotype pour faire une différence entre rechute, réinfection, etc., il faut peut-être attendre que la charge remonte suffisamment pour avoir quelque chose Ouais. de typable. Mais On arrive, c'est- mais ça, c'est- ça me paraît Oui. difficile. Il est vrai que plus bas c'est la charge virale, quand même mieux c'est. Et moi, aujourd'hui, avec les molécules qu'on a devant un malade dépité parce qu'il a rechuté, j'ai tendance à rattaquer tout de suite. Hein. Surtout si on a des patients maintenant qui sont à haut risque de réinfection, qui sont en toxicomanie active ou en homosexualité très active, il faut éviter la réinfection, donc il faut les traiter rapidement. Virus C, stop. Pour l'instant. Patrick, tu nous parles un peu de stéatose. Alors, on a enfin des résultats en France. Ça, on l'attendait depuis un moment. On parlait souvent des chiffres américains. Et donc, cette étude qui a été faite sur la cohorte Constance. La cohorte Constance sont des personnes qui vont faire, au niveau de l'assurance maladie, des examens. Donc, sur à peu près 120 000 personnes, puisqu'on exclut les patients qui ont consommé de l'alcool, qui avaient naturellement des infections C ou d'autres causes d'hépatopathie. Et ils ont utilisé des tests qui étaient utilisables avec les bilans biologiques à la disposition. Vous voyez un petit peu le nombre de stéatoses qui, en gros, on peut chiffrer la stéatose à 16% sur cette grande population. Et quand on regarde par rapport aux stéatoses qui étaient déterminées par un test sanguin, encore une fois, avec un test sanguin, on retrouvait à peu près 2,6% de fibrose avancée. Quand on regardait sur la partie gauche de la diapositive, vous voyez que naturellement, on retrouve des facteurs bien connus de risque de fibrose avancée, en particulier le diabète. Quand on multiplie à la louche ces pourcentages, on se retrouve quand même avec plus d'1 million de personnes en France qui ont une fibrose avancée. Donc quand même, il y a un travail important pour les hépatologues. Alors, travail rétrospectif, fait avec les moyens du bord, en matière Voilà. de paramètres, mais Une population quand même sélectionnée, parce que les gens qui vont faire des examens dans les centres de santé, c'est pas forcément monsieur tout le monde, mais ça nous donne déjà un reflet quand même de ce qui se passe en France, qui est quand même inférieur un petit peu aux chiffres américains qui sont quand même vraiment impressionnants. La raison était peut-être d'une population entre guillemets très pure, où il y avait juste la stéatose dite métabolique. Il est vrai qu'en France, si on considère les gens qui ont aussi une consommation d'alcool, avec ces NASH arrosés qui correspondent probablement à un pourcentage important, il y aura peut-être un spectre un peu plus grand, un peu plus large. Intéressant. Alors là, vraiment un travail qui m'a passionné. Encore une fois, j'adore les travaux des vétérans parce qu'en fait, c'est bien fait. C'est des informations souvent nouvelles et surtout, on a des chiffres importants, donc ils sont difficiles à contredire. Donc, ils ont comparé 3 groupes de patients. Des patients qui avaient une stéatose et des transaminases normales, les ALAT, pas de stéatose et des ALAT normales, stéatose et des ALAT élevés. La stéatose était définie par une échographie qui a une très bonne sensibilité pour la stéatose. Quand on regarde dans ces 3 groupes, la différence qu'on peut voir avec stéatose et avec ALAT élevé par rapport au groupe entre guillemets normal, c'est sur le BMI. On a naturellement plus de patients qui ont un BMI supérieur à 30. Et vous voyez en bas le nombre de patients qui sont plusieurs dizaines de milliers. Voilà, donc la courbe parle d'elle-même. Vous avez le même risque si vous avez des transaminases normales avec une stéatose ou des transaminases normales sans stéatose. Par contre, vous avez un risque de cirrhose sur plusieurs années qui est élevé quand vous avez une stéatose plus des transaminases. Et on parlait tout à l'heure du nombre de patients qui doivent être vus par des hépatologues. Il est évident qu'on ne peut pas voir un tiers de la population stéatosique. Donc il faut voir particulièrement les patients
qui ont risque de fibrose. Donc en pratique, il faut voir les patients qui ont risque de fibrose, qui ont une stéatose et des transaminases élevées. Et quand on regarde le risque de CHC, c'est la même courbe. Donc quand il y a des transaminases normales, une stéatose, ou des transaminases normales sans stéatose, c'est à peu près pareil. Par contre, c'est complètement différent si vous avez les transaminases qui reviennent. Le retour des transaminases. Denis, comment on évalue ces patients ? Alors on peut les évoluer en screening, et comme l'a signalé Patrick, c'est très important d'essayer de les reconnaître. Alors l'un des tests les plus simples par ses paramètres, mais compliqué dans son calcul, est là où figurait le calculateur que vous pouvez voir sur le site du CREG de ce FIB4, qui permet de mettre les données d'âge, d'ASAT, de plaquettes et d'ALAT et vous avoir le test. Et dans ce travail, on a comparé chez 484 patients avec maladie métabolique du foie, reconnus par écho et taux des ALAT, une comparaison initiale entre FIB4 et élastométrie par fibroscan avec une élasticité de plus de 8 qui est admise comme étant un seuil significatif de fibrose. Et bien pour les patients qui avaient le seuil bas de FIB4, dans 85% des cas, l'élasticité était inférieure à 8, donc sans fibrose significative, donc bien corrélé ce fameux test très simple qui repose juste sur le dosage des ALAT et des plaquettes par rapport à l'élastométrie. Et ce travail a montré que dans cette situation, on pouvait éviter au screening 85% des mesures d'élasticité par ce simple FIB4 qui reste un test simple de dépistage des malades susceptibles d'avoir une fibrose hépatique. Donc si on ne peut pas avoir de fibroscan pour faire le screening, on peut faire ce screening avec un test sanguin simple. Qui n'est pas disponible à tous les médecins généralistes, bien sûr. Le fibroscan. Le fibroscan. Mais par FIB4, contre, le c'est gratuit. FIB4, c'est gratuit. Ça, c'est une grande idée de Patrick et je la trouve tout à fait séduisante de pouvoir inscrire sur tous les examens de laboratoire ce fameux FIB4, à condition que le médecin généraliste puisse savoir l'interpréter et dépister après. Qui envoyait à l'hépatologue ? C'est ça la grande question. Qui envoyait ? Mais aussi, on reconnaît déjà la situation de fibrose parce que le médecin généraliste doit être dans une situation où maintenant, au-delà de la cytolyse hépatique, on connaît assez bien l'élévation des gamma-GT, c'est clairement plus un dépistage de la fibrose qu'il faudra probablement faire, parce que je rappelle quand même que, comme l'a montré Patrick, il y a certaines NASH parfois évoluées qui ont un dosage des transaminases normal. Et ici, on a... Alors voilà, je voulais revenir sur la NASH qui a envahi nos cabinets maintenant, après l'hépatite C, des pathologies. C'est que la NASH n'est pas qu'une maladie hépatique. Il faut clairement l'apprendre, ce que j'explique à mes patients, une maladie générale. Parce qu'ils sont souvent diabétiques, dyslipémiques, ils sont le plus souvent hypertendus, ils ont des maladies vasculaires qu'il faut savoir montrer au cardiologue. Et maintenant, la prise en charge de la NASH, c'est une collaboration diabétologue, hépatologue, cardiologue, et savoir vraiment considérer cette maladie comme une maladie générale. Et dans les traitements, savoir que le driver, c'est l'insulinorésistance, partant de l'obésité, et que traiter la NAFLD ne va pas réduire le diabète, ne va pas réduire la dyslipémie, ne va pas réduire l'hypertension, ni le risque de maladie coronarienne. Et finalement, le problème, la chose la plus importante est peut-être le poids. Et ce travail extrêmement intéressant qui a été présenté sur une molécule qui est encore administrée par voie sous-cutanée, et Patrick vient de nous dire qu'il y a un développement par voie orale qui va être probablement extrêmement important, de vous montrer qu'avec cette molécule administrée par voie sous-cutanée, on arrive à des pertes pondérales de plus de 10% du poids initial, qui correspond à, dans ce qu'on a montré de cette étude cubaine magnifique, qui n'a été repris comme le blanchiment de la NASH. Donc 10% de perte pondérale et blanchiment de la NASH. Et on voit que chez les malades qui ont perdu du poids, il y a bien sûr une normalisation des transaminases. Et donc c'est un produit qui a l'air extrêmement séduisant, ce d'autant qu'il va jouer donc sur l'insulinorésistance, sur la perte de poids et probablement sur toutes les complications de cette maladie générale. Et il y a un essai de phase 2 en cours. Et si effectivement la voie sous-cutanée peut être remplacée par la voie orale, ça risque d'avoir un développement extrêmement important. Ça répond à une question qu'on reçoit. En cas d'échec des règles hygiéno-diététiques, qu'est-ce qu'on a comme solution actuellement ? Alors si le patient est diabétique, on peut lui donner des analogues du GLP-1. Pour l'instant, on a l'iraglutide en sous-cutané. Ça a montré une efficacité dans le diabète. Et il y a des études qui ont montré une efficacité dans la NASH, mais naturellement, le plus important, c'est les règles hygiéno-diététiques. Et en fait, il faut faire du coaching. Et quand on explique bien aux patients l'enjeu
l'enjeu, je pense que là, on peut avoir une efficacité. Mais les analogues GLP-1, c'est vraiment une voie de recherche très intéressante. Sachant qu'il n'y a pas d'AMM non plus pour ça actuellement. Absolument. Je pense qu'on a beaucoup parlé à un moment donné d'éducation thérapeutique, et si à mon avis il y avait vraiment une éducation à faire chez ce type de patients, qui doit être vu tous les 3 mois, coaché comme l'a dit Patrick. Et alors moi, pour les règles génétiques, j'ai mes règles à moi que je donne à tous les patients. Bien sûr, maintenant de plus en plus, je m'aide avec la participation de diététiciennes. Oui. Et j'incite les patients, quand ils n'ont pas réussi à perdre ces 10% du poids, qu'ils ont des difficultés, se rapprocher de diététiciennes. Et c'est vraiment un combo qui doit se faire entre les pathologues et la diététicienne. On ne peut pas prendre uniquement seul ces malades en charge. Et il y a toute une prise en charge diététique. Et je ne partage pas le pessimisme ambiant qui veut dire qu'on ne peut pas les faire maigrir. On peut les faire maigrir, on peut les garder amaigris. Et c'est tout un travail de coaching important. Alors ça, j'ai entendu dire à la SLD par celui qui a été un des auteurs de ce travail, il n'y a pas un médicament qui fait aujourd'hui dans la nage comme la chirurgie bariatrique. Ça, c'est sûr. Et je rappelle que c'est 85% donc de blanchiment de la nage à 1 an poursuivi à 5 ans, et c'est une amélioration de la fibrose qui se maintient de 1 an à 5 ans, c'est chez les gens qui perdent du poids, et qui n'est pas maintenue, c'est les seuls patients qui ont repris un peu de poids malgré cette chirurgie bariatrique. Alors la chirurgie bariatrique a l'intérêt de traiter tous les aspects de la maladie métabolique du foie et de la maladie générale, parce que la chose qui a été montrée aussi, confirmant un peu la donnée du maladie générale, c'est que le diabète est amélioré, les malades se passent de médicaments. Donc c'est clair qu'il faut considérer la nage, le traitement de la nage, plus comme une maladie générale, clairement que comme une maladie hépatique. Alors, je voulais revenir sur les essais thérapeutiques. On va vous parler de molécules. Chaque congrès amène son lot de nouvelles molécules sur 12 semaines. Et on va regarder surtout la graisse dans le foie, un peu la fibrose. Mais il y a 4 essais principaux qui sont des essais de phase 3 sur des grandes populations de malades, de l'ordre de 3000 malades chaque essai, contrôlés, randomisés. Et la randomisation est extrêmement importante, puisque ce qu'on a appris dans ces essais de NASH, c'est que dans le groupe témoin, il y a constamment 20% d'amélioration et qu'il faut faire plus que ces 20%. Le placebo marche aussi. Et le Sensicriviroc a été présenté à l'ESL et a montré sur 2 ans un résultat non significatif. Donc il est possible que les résultats soient plus mitigés aussi pour les autres. Pas linéaire, c'est ça qui est compliqué. Attendre. C'est une évolution fluctuante. Et exiger des essais bien faits de stade 3 sur un grand nombre de patients, avec un groupe placebo extrêmement beaucoup plus compliqué que le C. Et pour des résultats qui vont mettre des années à intervenir. Alors, je vais commencer par la première molécule. C'est un analogue du FXR, enfin, c'est un analogue du FG19 qui stimule le FXR. En fait, c'est des molécules qui interagissent dans le métabolisme des acides biliaires. Et on peut voir, alors là, moi, je reste toujours dubitatif quand je vois un essai qui présente une biopsie hépatique à 12 semaines. Ça veut dire que des patients ont été randomisés pour avoir une biopsie hépatique à J0, puis 12 semaines plus tard. Ça, faut les convaincre, c'est pas simple. Et on voit là-dessus... Alors, c'est vrai qu'il y a une frénésie de rapidité de résultats, mais il faut quand même rester un peu humble sur les choses et puis exiger des durées au moins d'1 an. Donc ça, c'est à 12 semaines. Et alors, la grande nouveauté, c'est, et vous verrez, c'était l'objectif principal de l'essai, c'est la baisse de la graisse hépatique vue en IRM. Bon, quelle signification donner à ça, mais ça a l'air d'être un critère important. Et bien sûr, dans ce travail, et cette molécule qui, selon ceux qui l'ont présentée, est prometteur, une molécule qui promet, c'est à 1 et 3 mg, on voit une baisse des transaminases et une confirmation des données biochimiques qui ont été publiées. Et Patrick, voilà, donc on continue à vous parler des phases 2 parce qu'en fait on n'avait pas de présentation de phase 3. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle dans la NASH, il y a plus d'une vingtaine de molécules qui sont en phase 2, qui sont très prometteuses. Je vous présente la Ramcol. La Ramcol, en fait, c'est une association d'un sel biliaire et d'un acide gras saturé qui va agir sur le métabolisme des lipides, augmente la sensibilité lipidique et baisse la stéatose. Vous voyez donc un essai présenté par Vlad Raziu sur 57 sites, deux types de dosages. Et on voit je passerai sur la différence statistique entre le 400 et le 600, puisque le 600 sur l'objectif initial de la stéatose n'est pas significatif, mais je crois que c'est un problème statistique. On voit par contre sur la partie de droite qu'il y a quand même une baisse de la stéatose.
Et ce qui est quand même intéressant, c'est qu'en plus de la stéatose, il y avait une résolution de la NASH sans aggravation de la fibrose avec l'aramcol à 600 mg et on va avoir, compte tenu de ces résultats, une phase 3 qui va démarrer. Une autre molécule, le récepteur du THR-bêta, en fait, c'est au niveau des récepteurs thyroïdiens. Cet analogue du récepteur THR-bêta n'a pas d'action sur les hormones thyroïdiennes. Par contre, il a une action de baisse de la stéatose. Il agit sur le métabolisme des lipides et surtout, il a un effet de baisse du LDL cholestérol qui était en fait le but principal. Et vous voyez sur la partie de gauche, vous avez une baisse du LDL cholestérol et en même temps, vous avez une baisse de la stéatose qui est mesurée à l'IRM et compte tenu de l'efficacité de cette molécule, la FDA a décidé de faire un fast track, c'est-à-dire d'aller plus vite pour avoir ces résultats au niveau de la phase 3. Par contre, il y a quand même un warning. On voit donc la partie droite, la baisse des transaminases qui est remarquable. Mais au début, vous voyez une augmentation des transaminases. Donc, il faut être très vigilant quand même sur les risques d'effets secondaires de ces molécules. On verra donc dans la phase 3. Alors, hépatite alcoolique aiguë et molécules anti-NASH. Alors le Selonserbi, vous le connaissez dans la NASH, il y a une phase 3 qui est en cours, donc c'est un anti-apoptotique, donc il inhibe l'ASK1 et donc c'était très logique de l'associer au corticoïde qui est le traitement de référence de l'hépatite alcoolique aiguë et Philippe Mathurin donc a présenté ce résultat et on connaît la rigueur des études lilloises. Vous voyez donc soit un placebo avec la prédnisolone 40 mg, soit le Selonserbi 18 mg avec 40 mg de prédnisolone, une biopsie initiale naturellement dans l'hépatite alcoolique et un suivi biologique. Et vous avez donc ce score de Lille à J7 qui en fait détermine un petit peu le pronostic des patients qui n'est pas différent à placebo ou Selonsertib. Et vous voyez sur cette courbe avec l'impact sur la survie qui n'est pas différent. Donc on n'a pas d'efficacité avec cette dosage c'était quand même un petit peu décevant. On ne peut pas ne pas parler de carcinome hépatocellulaire avec la montée en puissance des NASH, avec le virus C non traité qui traîne dans la nature. Il y a eu des résultats intéressants. Oui, il y a eu des résultats. Alors on commence par le B qui reste toujours notre virus un peu fétiche avec lequel on a grandi au début. C'est une grosse cohorte, page B, de malades atteints d'hépatite B traités par tenofovir entecavir avec ou sans cirrhose, avec un suivi de 8 ans. Ils se sont intéressés à la survenue de cancer 5 ans après la prescription des médicaments, de l'année 5 à l'année 12. Et la prévalence du CHC était de 2-3 points à partir de l'année 5. Et on peut voir qu'il y a clairement un impact de l'âge sur l'incidence de survenue du cancer, puisque les malades de moins de 50 ans d'initiation du traitement ont eu significativement beaucoup moins de cancer que ceux qui avaient plus de 50 ans. Et c'est pareil pour les gens 5 ans après le tenofovir. Donc en fait, l'idée de ce travail, c'est de dire quand on a traité une hépatite chronique B, il vaut mieux la traiter finalement avant 50 ans qu'après 50. Et il faut finalement, quand les indications sont là, bien sûr la traiter au plus vite dès qu'on a pris en charge ces malades avec, moi je reste toujours quand même biopsie dans l'indication, marqueur indirect bien sûr, biopsie et traitement rapide, selon les recommandations. Ma dernière patiente qui avait un CHC, c'est une patiente qui avait une cirrhose post-hépatique B qui était négativée depuis 8 ans et demi. Et c'est en gros à la 19e échographie que la tumeur est apparue, elle a une radiofréquence, elle est guérie, donc elle a continué la surveillance. Donc le message, c'est continuer absolument les surveillances. Et comme c'est montré sur cette diapo, qu'il y ait ou non amélioration de l'histologie en termes de cirrhose, parce que là, la population du bas, la courbe violette, c'est les patients sans cirrhose, le trait violet. Plus haut, c'est les malades avec cirrhose, mais ceux qui ont un fibroscan qui reste supérieur à 12 à 5 ans malgré une cirrhose, et ceux qui ont un fibroscan moins de 12, c'est-à-dire qui ont amélioré leur situation de cirrhose. Et alors la prévalence est la même chez les patients cirrhotiques, qu'ils aient ou non amélioré leur fibroscan. Aussi,
on peut faire des fibroscans pour assurer le patient cirrhotique après une bonne éradication, enfin une bonne maîtrise du VHB, mais il faut continuer à faire des échographies. Alors c'est aussi vrai pour la gravité de la maladie. Les malades qui ont moins de 550 000 plaquettes ont un risque plus grand de faire du CHC. Dans la vigilance chez les gens qui ont une thrombopénie de plus de 50 ans, qui sont cirrhotiques, qui s'est ou non eu une amélioration par de l'élasticité hépatique. Donc continuer la surveillance. Alors je dois dire que la positivité n'est pas aussi grande, mais franchement quand on traite un malade tôt avec les antiviraux, les anti-VHB, sans cirrhose, on est quand même confortable pour l'absence de cirrhose. Il faut prendre les malades rapidement en charge. Oui. Par contre, ma patiente qui avait cirrhose, avec le CHC, elle était plus qu'à 7 kPa. Donc ça n'a pas de valeur. C'est la cirrhose initiale. Quand on a une cirrhose, le risque il persiste a priori pour le B toute la vie. Le virus C pose des problèmes aussi. Et une des questions qui revient fréquemment chez les malades, envoyées en fiche au WebStaff, c'est carcinome hépatocellulaire. Est-ce qu'on traite le virus C ? Mais ce travail montre qu'il faut traiter le virus C après s'en être occupé et surtout après avoir eu un traitement efficace de l'hépatocarcinome. Dès que probablement se préoccuper d'abord d'essayer d'avoir un traitement curateur de l'hépatocarcinome quand c'est possible. Et après, ne pas hésiter à éradiquer l'infection parce qu'on voit dans ce travail qu'il y a parié des malades avec CHC efficacement traités, qu'ils aient été ou non traités par AVD. On voit que les malades traités par antiviroaction directe ont une survie meilleure que celles qui n'ont pas été traités par antiviroaction directe. Donc sûrement traiter les malades après la guérison de l'hépatocarcinome. Et alors les patients qui malheureusement ne peuvent pas être guéris, des nouveautés ? Alors des nouveautés et là un travail, on attend beaucoup d'immunothérapie. On a compris qu'aux États-Unis, dans certaines indications précises, avec des restrictions, à la fois le nivolumab et le pembrolizumab ont eu une AMM de la part de la FDA. Donc chez les malades qui sont ici, ça c'est des malades en CHC avancé qui étaient de Child B. On se rappelle que c'était le Child B, là. Voilà, que le Nexava, pour ne citer que lui, ne marche pas chez les malades de Child B, donc des malades en cirrhose compensée, mais pas trop, qui avaient donc un hépatocarcinome, qui avait échappé au sorafénide, donc une deuxième ligne, par le nivolumab. Et on voit que les résultats, comparés aux malades de Child A, on voit que les résultats sont quand même corrects. Si on arrive à avoir une réponse objective dans 20% des Child A, elle n'est que 10%, mais elle existe dans les malades de Child B. Surtout, on a une stabilisation de la maladie dans 50% des cas et un contrôle de la maladie dans 55% des cas des malades de Child B et 60% des cas des malades de Child A. Il est vrai que maintenant, pour certains malades qui ont résisté à tout, qui sont avancés, il serait important de pouvoir leur offrir un traitement ou au moins un espoir de traitement parce qu'ils sont dans l'attente de mieux. Et on voit dans ce travail, à peu près, c'est tout ce qui a été montré avec l'immunothérapie, c'est qu'on gagne 4 mois supplémentaires de bonne vie par rapport au Nexavar. Et on voit qu'aussi ces traitements, à part quelques effets secondaires bien connus, notamment de l'auto-immun, sont en général pas mal tolérés, mieux tolérés que les anti-angiogéniques dont on dispose actuellement. Moi, j'avoue que je suis sur les starting blocks de pouvoir disposer de ces traitements, voire d'essais pour ces malades, parce qu'on a beaucoup de malades en échec qui sont dans l'attente d'un traitement qui est susceptible de leur donner, pour certains, dans 20% des cas, une survie prolongée. 2 molécules nouvelles également, peut-être en devenir. Bon, ça fait 10 ans qu'on a le Nexavar en première ligne. On n'avait que ça pendant des années. Maintenant, on a une deuxième ligne qui est la même, qui est le Stivarga, le Regorafenib, le Stivarga. Et là, le carbozantimide, qui fait partie de la même famille de médicaments, se propose en traitement de deuxième ligne. Là, une étude sur 760 patients avancés. Vous avez donc placebo et le carbo. Donc, voilà un petit peu les résultats. La survie globale sur la gauche médiane, vous passez de 8 à 10 mois. Et la survie sans progression, vous passez de 2 à 5 mois. Donc, une petite avancée. La restriction était au niveau des patients qui avaient une alpha-fétoprotéine à plus de 400, où là, on n'avait pas de différence significative. Ça tombe bien, parce que vous avez le ramucirumab
qui est un anticorps contre les récepteurs VEGFR, qui n'avait pas montré de différence significative dans l'étude de phase 3, mais quand on regarde une sous-étude en faisant une méta-analyse des données individuelles des patients qui avaient plus de 400 d'alpha-fétoprotéines, on retrouve là une différence qui est significative, et du reste, il y a une phase 3 qui va démarrer. Donc on commence à avoir de plus en plus de molécules, et peut-être qu'aussi dans l'avenir, on aura des associations avec l'immunothérapie. Donc, dernier chapitre, quelques mots sur les hépatopathies qu'on croise un peu moins souvent. Alors, Patrick. la cholangite biliaire primitive, on en parle beaucoup plus actuellement parce que maintenant on a des traitements de deuxième ligne. Donc, le traitement de première ligne reste l'acide urso-désoxycholique. Les traitements de deuxième ligne, le seul qui a la MM, c'est l'acide obéticolique, mais il y a des traitements qui ont montré leur efficacité, en particulier fibrade, beaucoup moins le budésonide. Et le problème, c'est qu'il faut absolument savoir si votre patient est répondeur. Effectivement, dans la grande majorité des cas, ils sont répondeurs, mais il faut absolument savoir si votre patient est répondeur. Et la réponse suboptimale, mais si les patients ont une phosphatase alcaline supérieure à 1,5 fois la normale, une bilirubine qui est différente de la normale à 1 an, ce sont les critères de Paris 2. Sachant qu'on essaie d'aller quasiment vers la normalisation petit à petit. En plus. Exactement. Alors, quel est l'intérêt de la normalisation des phosphatases alcalines ? Ça, c'est un travail qui a été fait sur moins d'une vingtaine de gros centres de référence au niveau mondial. Et on voit très bien les trois courbes en fonction du taux de phosphatase alcaline, qui a une différence significative sur près de 1800 malades, sur survie sans transplantation en fonction des phosphatases alcalines à 1 an. Donc effectivement, l'objectif actuellement, c'est avoir la normalisation des phosphatases alcalines à 1 an. J'ai cru comprendre que dans la série du CREG, de la commission hépatologique, de plus de 100 malades de CBP, 15% d'entre eux étaient non répondeurs. Ce chiffre me paraît important parce que c'est pas beaucoup non plus, mais aussi ça tient aussi du fait que la CBP est probablement prise en charge beaucoup plus tôt là par l'acide urso, et c'est important de considérer le pourcentage de malades non répondeurs, comme a dit Patrick, et le pourcentage de malades qui ne restent pas pour les traitements de deuxième ligne. C'est une chose qu'on faisait moins avant parce qu'on était pris d'un truc, on n'avait pas de traitement de deuxième ligne, donc on s'y intéressait moins. Maintenant, on a des solutions. Important. Et aussi d'avoir une normalisation complète du bilan hépatique. Et je pense que tous les critères de Lille et tout ça vont être complètement dépassés pour dire bilan hépatique normal. Absolument. Alors avec quoi on peut normaliser l'acide obéticolique en première ligne maintenant ? Sinon... Alors, on vous a montré, on vous a dit qu'il y avait plus d'une vingtaine de molécules qui étaient en développement dans la NASH. Alors, le Seladelpar est aussi en développement dans la NASH, puisque sur le plan expérimental, il baisse la fibrose, il baisse la stéatose. C'est un agoniste du PPAR gamma. Hein, et donc, même dans des maladies rares, il se présente en deuxième ligne chez des patients qui avaient une réponse suboptimale à l'acide urso-désoxycholique. Vous voyez la réponse qui est assez remarquable. Donc, on va même avoir des nouvelles molécules dans la cholangite biliaire primitive. Une petite question. Traitement du prurite dans la CBP d'un confrère en dehors de l'acide urso-désoxycholique, qui d'ailleurs n'a pas un effet énorme sur le prurite en général, ni sur la fatigue. Alors, on peut essayer déjà le Questran, qui va être pas toujours très bien toléré, puisque ça peut donner aussi des nausées. On peut essayer des antihistaminiques. Et souvent, la meilleure manière, c'est d'augmenter les doses de manière très progressive de l'acide urso-déoxycholique, en essayant de doser, de trouver la dose qui va être à la limite du prurite. Ouais, on peut résumer très vite en disant que si le prurite est un problème et que le malade ne répond pas, il faut faire aussi attention dans le maniement de l'acide obéticolique, et rappeler que sur les recommandations EASL concernant la cholangite biliaire primitive, il y a toute une proposition séquentielle d'utilisation des traitements, que ce soit Questran, rifampicine, etc. Un overlap, enfin toute la les CVP que je voyais au début je dirais des pathologies telles que j'ai fait ces malades évolués avec des xanthelasma, du prurite, une hépatopathie au stade terminal. Moins ça, oui. Je crois que les malades sont dépistés tôt, sont envoyés par leur médecin sur les transaminases gamma-GT, les pathologues reconnaissent la cholestase, les antimitochondries sont faits, et on a des malades moins cirrhotiques, entre guillemets, moins symptomatiques et plus facilement traités par l'acide urso.
Une remarque d'un confrère pour terminer sur la NASH qui était adressée à Patrick. Ne faudrait-il pas rembourser par la Sécu la prise en charge physique globale, les règles hygiéniques et éthiques, le coaching, la diététicienne, Alors ça, c'est vraiment le sujet important. On peut maintenant prescrire de l'activité physique à des praticiens qui sont ni des profs de sport, ni des kinés, mais qui sont spécialisés dans la prise en charge des patients. Alors, c'est pas pris en charge par l'assurance maladie, même s'il y a un texte qui permet de faire les prescriptions sur des ordonnances, mais il y a des organismes et certains conseils départementaux qui aident pour la prise en charge. Il y a des possibilités. Il faut regarder localement les possibilités locales, mais c'est vraiment quelque chose d'important et c'était une très bonne question. Ça va peut-être se développer. Ouais. Moi, je regrette beaucoup que la prise en charge de nutrition par diététicienne ne soit pas prise en charge. C'est complètement une hérésie. On ne peut pas imaginer prendre en charge ces malades sans des consultations de diététique. Et je trouve que ça devrait changer rapidement parce qu'eu égard au nombre de malades, eu égard aussi une chose qu'on oublie de dire, c'est que tous les nouveaux traitements vont sortir à des prix absolument faramineux et que en fait même les autorités de santé vont exiger avant de pouvoir prescrire les médicaments qu'il y ait des limites comme la non-perte de 10% du poids, les choses comme ça. Donc il est clair aussi c'est ce que j'allais dire et c'est pas tellement vérifié par la Sécu. C'est comme la chirurgie bariatrique. Après, moi, ce que je conseille au laboratoire, si vous vous lancez, et beaucoup se lancent dans la NASH, on peut très bien imaginer quelque chose de tout à fait nouveau, une prise en charge qui n'est pas qu'un médicament, qui est une prise en charge nutritionnelle avec des consultations diététiques prises en charge et une prise en charge aussi de coaching avec l'activité physique. Il y a quelque chose de nouveau inventé dans la NASH. Ouais. Je suis d'accord. On est bien d'accord. Le cœur du métier, c'est la cirrhose. Denis, tu continues. Alors, pour la cirrhose, et je terminerai sur la cirrhose, ça, c'est les stades de décompensation. Je dois dire que, aussi, jeune hépatologue, je pensais qu'à la décompensation, il n'y avait qu'une chose à faire. C'est, chez l'adulte jeune, c'est penser à la transplantation. Première décompensation chez l'adulte jeune, surtout dans la maladie n'est pas maîtrisée, c'est la greffe de foie. Donc, les complications sont l'hémorragie. Alors, l'acide, hémorragie et acide, et dans la gradation, l'hémorragie seule a un meilleur pronostic, entre guillemets, que l'acide elle-même. Et l'hémorragie plus acide, c'est finalement ce qui va le plus grever la survie, en sachant que c'est lié aussi à quelque chose qui a été beaucoup fait, et à juste titre, pour la prévention de l'hypertension portale, notamment par les bêta-bloquants, et montrer que finalement le gradient de pression hépatique est différent selon qu'il y a hémorragie seule, acide ou hémorragie plus acide, qui reste finalement la manifestation la plus grave aujourd'hui d'une cirrhose, et aussi insister sur la place du TIPS dans cette population. On sait maintenant que les early TIPS chez les malades qui ont saigné avec une cirrhose de Child B ou C ont montré qu'ils amélioraient la survie. Donc c'est une stratégie qu'il faut savoir utiliser. Explique-moi un mot que j'ai vu pendant ce congrès pour la première fois, mais quasiment une page sur deux, la frailty des Voilà, traduit en français par fragilité. Ouais. C'est un peu la force musculaire du serrement de main. C'est le passage difficile de la position assise à debout. Et le fait de rester soit les deux pieds joints, soit en avant, soit comme ça. Et alors pour moi, c'est simple. Moi qui accueille toujours mes patients par une poignée de main, j'ai tendance à leur dire, en fonction de la poignée de main, de savoir s'ils sont fragiles ou non. Et c'est une bonne façon de définir. Alors ça a été montré dans la greffe de foie comme un facteur prédictif de mortalité dans la liste dans la liste d'attente de greffe, que ce soit les malades sans acide, avec acide, sans encéphalopathie, avec encéphalopathie, le fait d'avoir une fragilité augmente la mortalité sur risque. Et la conclusion de ce travail, c'était qu'un facteur de priorisation devait être pris en compte chez les malades qui avaient une indication de transplantation et qui étaient considérés comme plus fragile, en sachant que actuellement nos transplanteurs greffent des malades de mieux en forme, entre guillemets, parce qu'au départ de la transplantation, on a greffé des malades, des cirrhoses décompensées, des malades extrêmement fatigués. Maintenant, il est exigé quand même d'avoir un état général relativement conservé malgré les décompensations. Et donc le message aussi, c'est de considérer la greffe tôt, quand il y a une indication, ni trop tôt ni trop tard, mais tôt, et avant que ne s'installent des situations de fragilité. Cet index est également disponible sur Internet pour le calculer de façon très simple, clinique. Qu'on a sur le Liver Fragility Index online.
Et pour terminer par le delta, alors le delta, par cet essai, on a beaucoup parlé du mircludex, un inhibiteur d'entrée dans l'hépatite B, dans l'hépatite delta. Il a été essayé sans trop de succès. Là, c'est une assez grosse étude, encore par pas grand nombre de malades quand même, parce que moi j'ai l'impression que le delta en France, il y a quand même pas beaucoup de malades. C'était donc 15 malades dans chaque bras, les malades qui ont reçu soit du PEG interféron, soit du mircludex plus PEG interféron à 2 mg, mircludex à 5 mg plus PEG interféron, ou le mircludex seul. Et vous pouvez voir sur la diapo là la cinétique de l'ARN du delta. Seul l'interféron mircludex effondre l'ARN de delta, il diminue dans les autres cas. Et sur le tableau d'à côté, vous pouvez voir que dans l'association 2 mg de mircludex sur PEG interféron, dans 9 cas sur 15, il y a un ARN delta indétectable. On ne peut pas avoir de guérison sans ARN indétectable, c'est l'histoire. Et donc, ça marche assez bien. Ça, c'est des résultats à 24 semaines. On peut imaginer qu'à 48 semaines... non, c'était des résultats, je crois, qui ont été donnés à 48 semaines. Et certains évoquent une durée plus longue de traitement par le mircludex. Alors, moi, la diapositive qui m'a le plus impressionné, c'est celle-là. Et notamment, là, vous pouvez voir dans le bras B, 2 mg de mircludex sur PEG interféron. Vous pouvez voir qu'il y a dans 5 cas sur 7 une annulation de l'antigène, HBS. Et ça, c'est la guérison fonctionnelle qui est actuellement le moteur de toute recherche dans HBV cure et la possibilité d'obtenir par des traitements, quels qu'ils soient, la négativation de l'antigène HBS qu'on a du mal à obtenir en pratique courante par les analogues dont on dispose qui sont très efficaces. Donc là, il y a eu dans 7 cas sur 15 une perte de l'antigène HBS. Et ce pour rappeler que dans le delta, c'est très particulier, c'est différent du B. Il faut vraiment, quand on traite un delta, regarder le titrage de l'antigène HBS qui n'a pas la même cinétique sous interféron. Et nous, on l'avait montré dans un travail préalable qui est déjà ancien sur 4 malades. On avait montré que la cinétique était différente. Et si on traitait par interféron en suivant cette cinétique, on arrivait à guérir tous les malades, c'est 4 malades, mais nos malades de notre consultation à condition de poursuivre assez longtemps l'interféron sur cette cinétique. Et je rappelle que la cinétique du delta est beaucoup plus obtenue, de l'ARN delta est beaucoup plus difficile à obtenir puisqu'il n'y a qu'un seul centre de référence et il y a des discussions sur la reproductibilité de ce test. Donc le titrage d'antigène HBS, pour conclure, est un dosage simple à utiliser dans cette population. Remboursé. Et remboursé et simple, à condition qu'il soit fait comme l'est voulu la prescription, parce que souvent au départ, maintenant c'est rentré un peu dans les mœurs, mais à chaque fois qu'on demandait un antigène HBS quantitatif, on avait le plus souvent un résultat qualitatif. Une dernière question de nos confrères de l'autre côté de la Méditerranée, que l'on salue, qui se connectent à chaque fois. Hépatite, parlons avec la terminologie nouvelle, hépatite HBE négative, ADN négatif, quand est-ce qu'on peut arrêter le tenofovir ? Détail pratique, important. Il y a beaucoup de choses là-dessus aussi. On revient sur la quantification de l'antigène HBS. Je voyais la semaine dernière une patiente à qui j'ai arrêté le traitement depuis 2 ans. Elle avait un antigène HBS qui était quasiment indosable. Je lui ai arrêté. Naturellement, elle n'avait pas de cirrhose, puisque là, c'est une contre-indication à arrêter les traitements. Donc, quand on a un antigène HBS qui est proche, qui est moins de 100, on peut vraiment tenter un arrêt du traitement avec une chance de guérison de près de 50%. Il y a eu des travaux contradictoires. Là. J'ai vu un travail à la SLD qui s'est intéressé de façon contrôlée à l'arrêt des analogues chez des malades qui étaient traités par analogue pendant au moins 3 ans avec une annulation de la charge virale. Seuls 20% des malades dans ce travail étaient restés dans une situation de portage inactif à l'arrêt, parce qu'il faut savoir qu'à peu près tous les malades remontent leur ADN du VHB, certains restent dans la zone du portage inactif. Comme l'a dit Patrick, c'est sûr que la situation la plus confortable pour arrêter, nous, dans un travail qu'on avait fait avec l'adone d'interféron, c'est quand l'antigène HBS est négatif, on peut arrêter les analogues. D'ailleurs, c'est une indication reconnue par SLD et les conventions européennes sans aucun problème, puisque en général, là, c'est un verrou, il n'y a pas de rechute. Mais jusqu'alors, en fonction des travaux, il y a des rechutes. C'est rare, alors, malheureusement. il faut éviter d'arrêter chez les malades à fibrose sévère. Ça, c'est une contre-indication F3, F4. Et chez ceux qu'on annule, il faut avoir la condition, et aussi c'était, je crois, dans les recommandations américaines, c'est de pouvoir les suivre.
de façon régulière Tout à fait. pour pouvoir se lancer dans cet arrêt. Et c'est une question tout à fait judicieuse. Après qu'on puisse arrêter, ça va être la nouvelle recherche, soit par des immunostimulants, on avait fait ADOM et d'autres immunostimulants pour perdre l'antigène HBS. Le deal de l'arrêt, c'est la perte de l'antigène HBS, la guérison fonctionnelle, duquel après on peut arrêter sans problème. Ça Je voulais fait aussi 15 ans que je l'ai traité là. Saluer les amis Margamin qu'on a invités, s'ils sont là avec nous, et je suis heureux qu'ils nous aient rejoints à cette webconf. Bien. En même temps que les Belges et les Canadiens, qui j'espère seront là aussi. On vous donne rendez-vous au poste EASL qui se tiendra à Vienne au mois d'avril prochain. Nous serons là pour continuer, 21e webconf, post-congrès. Ce que vous avez entendu ce soir, vous pourrez le réentendre ou conseiller aux confrères intéressés de le réécouter ou de l'écouter en webcast à partir de mercredi prochain en vous connectant sur le site du CREG. Réécouter entièrement la webconférence. Surtout que maintenant, la plupart des enregistrements que l'on a faits sont sur le site du CREG. Il y a plus de 200 maintenant enregistrements qui sont disponibles sur le site du CREG. Si le président du CREG le dit, on est d'accord. Je voudrais remercier, toute l'équipe d'AEI pour son soutien et son professionnalisme et sa chaleur. Je voudrais remercier nos sponsors pour leur chaleur, pour leur soutien et pour la liberté éditoriale totale qu'ils nous laissent. Tout à fait. Et je vous dis bonsoir et à l'année prochaine. Rendez-vous au forum dans une semaine. Rendez-vous dans une semaine. Bonsoir.